16h33 avec nous en visuel Vincent Miville. Il est directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Bon après-midi, Monsieur Miville. Bon après-midi. Comment ça va, Monsieur Miville? Ça va très bien et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Miville. Et vous semblez être comme moi. Vous dites que les tarifs, oui, on y regarde et on fait attention, mais on va continuer à fonctionner malgré les tarifs des États-Unis. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du secteur forestier, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on est habitué à un environnement de quotas, particulièrement au niveau du bois d'œuvre résineux que l'on expédie aux États-Unis, qui est évidemment un produit majeur en termes de secteur forestier. Donc, c'est un environnement dans lequel l'ensemble du secteur est habitué d'évoluer. On n'est pas, comment dire, on est quand même insatisfait d'évoluer dans ce système-là, mais par contrainte, on est habitué de le faire. Avec la volonté de Trump d'arriver avec cette guerre commerciale-là, d'ajouter davantage de tarifs au niveau du secteur ou autre, c'est sûr que ça met une épée de Damoclès, mais tant et aussi longtemps que la demande va rester bonne au niveau des États-Unis pour les matériaux de construction en bois canadien ou les autres produits forestiers canadiens, l'impact va être, somme toute, partiellement mitigé. Dans le fond, les consommateurs vont vouloir ces produits-là. Il va y avoir une taxe ou un tarif qui va s'appliquer. Ça va faire augmenter le prix des produits au niveau américain. Puis les consommateurs vont devoir payer plus cher. Parce que, bon, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est de diminuer les prix pour assumer les tarifs et permettre que les prix restent les mêmes sur le marché américain, quitte à assumer la contrepartie ou, si on veut, n'est-ce pas, le manque à gagner. Exactement. Dans les faits, ça va être probablement un peu des deux. Donc, d'une part, évidemment, les producteurs, les exportateurs canadiens qui vont envoyer leurs produits aux États-Unis, on va se faire demander par leurs clients d'absorber une portion de la marge, mais pas l'ensemble, pas l'ensemble de ce tarif-là. Donc, ce que ça va faire, le tarif va amener, puisque les produits forestiers canadiens occupent une part vraiment non négligeable du marché américain, simplement au niveau du bois d'œuvre résineux, c'est de l'ordre d'à peu près un quart ou un peu plus d'un quart du bois d'œuvre résineux consommé aux États-Unis qui provient du Canada. Donc, il va y avoir une augmentation artificielle des prix. Les consommateurs vont payer. L'industrie forestière canadienne va payer. Ce qui est davantage, je vous dirais, problématique, c'est dans la mesure où est-ce que, en contrepartie, l'industrie forestière américaine qui fait ces mêmes produits-là, elle va voir le prix des produits augmenter. Donc, décupler ses profits, accroître ses profits, réinvestir, moderniser ses installations, réinvestir dans l'ensemble de la filière, donc des propriétaires forestiers jusqu'aux scieries. Tandis qu'au Canada, ben, ça va être beaucoup plus contraint, moins de marge de profit, probablement des pertes. Donc, c'est l'ensemble de la filière qui va souffrir, comme c'est un peu le cas depuis quand même quelques décennies. Évidemment, faut garder une certaine posture face à Donald Trump. Par contre, aujourd'hui, on parle de Donald Trump. S'il réussit son pari très risqué, s'il réussit, ben, il risque d'avoir d'autres à suivre le modèle de Donald Trump qui sait comment parler aux pays étrangers et qui sait comment faire plier les gens, n'est-ce pas, et les pays étrangers. Donc, il faut garder une certaine posture quand même. Exactement. L'enjeu qu'il y a en ce moment, c'est que la posture ou la volonté de Donald Trump, elle risque d'être dommageable pour l'ensemble de l'économie. Parce que le postulat que j'ai mentionné un peu plus tôt, de dire, ben c'est correct, les consommateurs vont l'absorber, oui, tant et si longtemps que la demande reste ferme sur les marchés, mais les actions de Trump en ce moment sont un peu
irrationnelles parfois et sont tellement importantes en termes de guerre commerciale que ce qui risque, c'est d'entraîner les États-Unis, même le monde, dans une certaine forme de récession. Dans cette récession-là, il va y avoir une diminution de la demande. Et qui dit diminution de la demande, ça va impliquer éventuellement des pertes de marché, potentiellement des fermetures d'usines ici, là, de ce côté-ci de la frontière. Donc, c'est ça l'aspect, je vous dirais, le plus dangereux avec la politique commerciale du président Trump. Naturellement, comme on dit en économie, c'est l'incertitude qui dérange parce que il non seulement il a mis de la pression, mais il a mis également de l'incertitude parce que de temps en temps, il revient sur ce qu'il a dit la veille, etc., de sorte qu'on ne sache vraiment pas où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que la question qui a été soulevée, effectivement, un marché dépendant d'un seul client, n'est-ce pas, est un marché risqué et lorsqu'on fait l'expérience d'un président qui arrive à brûle-pourpoint comme ça, décide que tout le monde va le suivre dans sa folie, n'est-ce pas? Est-ce la question n'est pas toujours à l'ordre du jour de regarder vers d'autres marchés pour nos produits forestiers? Définitivement, il faut avoir cet élément-là à l'œil. Il faut comprendre qu'on a une certaine forme de codépendance avec les États-Unis. On a beaucoup de ressources. Ils ont besoin de cette ressource-là. Puis ça a été un partenariat qui a fait fructifier les économies là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis sont arrivés avec cette idée-là de sécuriser les échanges commerciaux à travers la planète, faire du libre-échange, puis l'ensemble des économies vont croître en s'appuyant là-dessus. Puis ça a été excessivement profitable jusqu'au premier mandat de Trump, où est-ce qu'il a déjà amené une certaine forme d'avantage protectionniste, surtout avec ses relations avec la Chine. Et son deuxième mandat maintenant, on paye le prix d'avoir une relation de dépendance si énorme avec les États-Unis, mais en même temps, à l'échelle du temps, c'était un choix tout à fait naturel, stratégique et rentable de faire affaire avec les Américains. C'est sûr qu'en ce moment, là, il y a une certaine volonté avec le fait qu'on n'a peut-être plus le même allié que l'on avait à l'époque. Donc, c'est une volonté de venir diversifier les marchés. En même temps, il y a certaines limites à cette idée-là. Probablement qu'il va falloir miser sur des produits peut-être à plus grande valeur ajoutée, puis effectivement voir pour d'autres opportunités. Non, mais vous êtes dans un secteur, et c'est votre secteur qui fait vivre un pan de l'économie canadienne, et puis c'est des produits naturels que nous avons, et on ne sera jamais le 51e État des États-Unis. Il faut continuer à être indépendant et le faire de manière efficace avec, en quelque sorte, on pourrait trouver là une opportunité de nous départir de cette dépendance américaine, n'est-ce pas? Et c'est peut-être le temps qui peut jouer contre nous parce qu'il faut trouver des partenaires tout de suite parce que c'est les partenaires qu'on regarde mais sont dans la mire des Américains aussi. C'est naturellement des partenaires avec le Canada, avec le reste du monde, sauf Donald Trump. Et je pense qu'en ce sens, Donald Trump nous a fait une fleur parce qu'en décidant de ne pas s'attaquer seulement, disons, au Canada ou au Mexique, mais à élargir le front de la guerre commerciale à travers littéralement le monde, il a réussi à fédérer beaucoup de nations contre ses propres ambitions commerciales et peut-être qu'il va y avoir des alliances qui vont possiblement se naître de on pourrait dire, de cette mésentente. Et dans votre domaine, même ici au Canada, il y a quelques controverses par rapport à l'exploitation de la ressource. Est-ce que on parle de protection des territoires, la faune, la flore, etc. Est-ce que c'est pas le temps éventuellement, je veux pas dire que ça va s'arrêter, de régler ces problèmes parce qu'on est toujours plus fort lorsqu'on est tous ensemble contre l'adversaire, hein? Oui, effectivement, mais ça a toujours été un enjeu, l'exploitation d'une ressource naturelle par rapport à ça, on pourrait dire, sa protection à travers le temps. C'est sûr qu'il y a eu des enjeux quand même assez importants dans les dernières années, les feux de forêt, la volonté de réaliser
des 30% de protéger 30% du territoire. On a également l'espèce parapluie, le caribou forestier que l'on doit préserver, là, évidemment. C'est des enjeux qui sont pas faciles à mettre en phase là ensemble. Ça fait partie entre autres de la décision du gouvernement du Québec de vouloir arriver avec un nouveau régime forestier, donc un nouveau modèle pour venir exploiter ou aménager l'ensemble des forêts publiques. Je pense que ça va être matière à discussion probablement dans les prochaines semaines. Nous autres, au niveau des forêts privées, donc qui appartiennent à des individus comme vous et moi, là, il y en a 163 000 au niveau du Québec, cette notion-là de vouloir protéger la biodiversité, exploiter le bois, se fait à l'échelle du lot, à l'échelle locale, puis on a quand même on le voit là, sociologiquement, une grande volonté des gens de vouloir à la fois protéger la nature, mais tout de même être en mesure de l'aménager d'une quelconque façon pour générer de la valeur. Et ce, d'autant que de l'autre côté, sous le régime de Donald Trump, question de biodiversité, on ne connaît pas ça, et puis c'est le free for all. Ça voudrait dire éventuellement, vous allez avoir des contraintes parce que vous respectez la nature, l'environnement, la biodiversité et tout ça. Et de l'autre côté, un boulevard ouvert, etc., à vous concurrencer. Peut-être la chose la meilleure, c'est que nous ne sommes pas acheteurs de ce produit-là des Américains. Sinon, même avec un dollar canadien très faible, on pourrait gagner sur le fait d'acheter de ce produit-là des États-Unis, parce que ça risque d'être vraiment à un prix très dérisoire sous Donald Trump, sans contrainte. On a un boulevard, comme j'ai dit. Non, puis vous avez bien raison. C'est les actions de Donald Trump par rapport à toute cette réglementation environnementale-là. Ça va changer probablement les États-Unis, la manière de faire les affaires dans un contexte environnemental. Ça va changer complètement la matière de faire. Ici, évidemment, on est dans un régime plus contraignant, des fois qui est parfois un peu trop administrativement contraignant, mais néanmoins, je ne pense pas que de prendre la voie qui se fait en ce moment aux États-Unis est la marche à suivre pour résoudre l'ensemble de ces enjeux. Et dernière question, mais en restant sur la biodiversité, sur l'environnement, est-ce que dans ce milieu-là, une exploitation d'une ressource naturelle, et puis moi j'ai appris que la nature se régénère par le feu, tout ça, mais on en voit tellement, comme je pense que l'année dernière, c'était le summum, là, et très tôt dans la saison, on a commencé à avoir des feux. Est-ce que ça vous inquiète, vous, véritablement, ces changements dans la nature et qui risquent d'emporter la ressource, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est d'une inquiétude. Je pense que il faut un peu changer le paradigme par rapport à les forêts, comment qu'on les aménage pour peut-être empêcher que des épisodes de feu comme celui qui est survenu en 2023 surviennent à nouveau. Il y a des moyens d'aménager les forêts, créer des pare-feux, protéger certains secteurs, des choses qu'on peut faire, que l'homme peut venir pour aider façonner la forêt, d'une part, pour empêcher pour qu'elle soit plus en santé et plus résiliente à ces événements climatiques-là. Et deuxième part aussi, vous avez l'effet des changements climatiques qui surviennent aussi, puis qui amènent un changement dans la composition des forêts. Les forêts ne sont pas nécessairement capables de s'adapter aussi rapidement que la vitesse des changements climatiques. Auquel cas, il y a peut-être certaines interventions qu'on pourrait faire ici pour améliorer la résilience des forêts, faire de la migration assistée d'espèces pour qu'ils se dirigent vers le nord plus rapidement. Donc, il y a des solutions à ces problématiques-là, mais vous avez bien compris que c'est un enjeu de taille qui se dresse devant nous.
Bon, la prochaine fois qu'ils parleront en mal de vous, exploitant des ressources de la forêt, n'est-ce pas, je dirais non. Il y a un Vincent Miville qui est directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, qui a une bonne conscience écologique et qui comprend la problématique vraiment. Monsieur Miville, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Un grand merci de m'avoir accordé quelques minutes. Merci. Au revoir. Au revoir.